Il y a un truc qui va être beaucoup plus intéressant, c'est une vision qui a été partagée par Jensen de Hang de Nvidia, qui est la suivante, qui est de dire que dans un futur qui est finalement pas si lointain, tout pixel va être généré live et sera plus rendered. Donc ça veut dire qu'en jouant à un jeu vidéo, l'image qu'on verra sur l'écran ne viendra pas d'un rendering déterministe dans Unity, elle sera générée live par le user. Et ça va ouvrir des nouveaux jeux vidéo qui seront infiniment évolutifs parce que les possibilités seront bien supérieures à ce qui a été prédéfini dans un logiciel particulier. Ça fait sens? Et Scénario se positionne là-dessus avec un cloud et une API qui permet justement de faire de la génération de contenu live dans les jeux vidéo, complètement customisé au user. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sora, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Emmanuel Demestre, fondateur de Scénario à San Francisco. Scénario, c'est une plateforme qui permet aux créateurs et aux studios de gaming de générer du contenu par l'IA. Essentiellement du contenu visuel, donc des images, mais aussi bientôt des vidéos, des modèles 3D, tout ce qui fait l'univers d'un jeu vidéo. La startup construite entre la France et les États-Unis a levé 10 millions de dollars. C'est aujourd'hui une des boîtes françaises les plus prometteuses dans l'IA générative. Emmanuel donne plein de précieux conseils dans cet épisode pour ceux qui souhaitent entreprendre dans cette industrie. Il nous raconte le pivot stratégique et difficile qu'il a fallu faire pour arriver à leur outil actuel et convaincre les investisseurs. Il nous parle aussi de l'écosystème GenAI de la Silicon Valley, évidemment ultra dynamique. Enfin, Emmanuel partage son point de vue brillant sur la nécessité d'assembler plusieurs fonctionnalités GenAI avec un vrai focus sur un use case et une industrie en particulier pour construire ce qu'on appelle un moat qui fait que leur outil ne pourra pas se faire disrupter du jour au lendemain par l'arrivée d'un nouveau modèle. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Emmanuel Demestre, le CEO et fondateur de Scénario, une startup à San Francisco qui utilise la GenAI pour révolutionner le monde du jeu vidéo. Merci beaucoup Emmanuel d'être ici. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter? Merci, salut Adrien, bonjour à tous. Effectivement, mon nom c'est Emmanuel et je suis un entrepreneur aux États-Unis depuis pas loin de 8 ans. J'ai monté plusieurs startups. La précédente, c'était dans les drones. Et la nouvelle startup pour laquelle je travaille actuellement, c'est Scénario, que j'ai monté avec mon associé CTO Hervé, qui est basé à Paris. Et on fait une plateforme qui permet aux créateurs et aux studios de jeux vidéo de générer du contenu par l'AI. Essentiellement du contenu visuel, donc des images, des vidéos bientôt, des modèles 3D. Et puis, il y a tout autre type de contenu qui dans le jeu vidéo que les studios vont pouvoir générer par AI, du son, de la musique, des effets spéciaux, du texte, des dialogues, etc. On pense que c'est une manière de révolutionner le secteur, c'est de reposer justement sur l'AI pour faciliter et la création de contenu qui est très coûteuse, qui est très longue et qui peut vraiment être aussi améliorée avec l'AI. Voilà, on est 25 aujourd'hui. L'essentiel de la team est en France, moi je suis aux États-Unis et on a levé 10 millions de dollars. Comment est-ce que vous vous êtes lancé sur ce projet? Tu peux nous raconter? Ouais, le premier produit qu'on a fait, Scénario, ça a 2 ans en fait. Mais la première année de la boîte, on n'a pas vraiment fait le produit qu'on fait actuellement. Pendant la première année, on s'est concentré sur une application mobile qui permettait de scanner n'importe quel objet en 3D. Donc c'était très simple, il suffisait de prendre le téléphone, de filmer ou de pointer le téléphone vers un objet. Et l'application permettait de reconstituer un modèle 3D, donc ça s'appelle un mesh, et puis avec une texture sur la base d'une techno qu'on appelle la photogrammétrie. C'est en fait de l'analyse d'image, de la reconstitution en 3D. Il s'est avéré que ça marchait, qu'on a eu 1500 users, c'est intéressant. Et puis en fait, en fin 2022, la GenAI, la vague GenAI est arrivée. Ça a commencé avec Midjourney, ça a continué avec Stable Diffusion, et puis ensuite ChatGPT. Et on s'est rendu compte que la nouvelle manière de créer du contenu facilement, finalement, c'était pas vraiment de sortir son téléphone de la poche, c'était juste de dicter une phrase qu'on appelle un prompt pour créer le contenu qu'on a en tête. Et ça a été beaucoup plus facile que d'aller pointer un téléphone et d'aller contourner un objet avec différents angles. Donc en fait, on a décidé de pivoter
en gardant la même idée, hein, faire du contenu facilement et utiliser la technologie pour faciliter la création de contenu, mais au lieu d'avoir une technologie basée sur le scanning, on a une technologie basée sur l'AI et le prompting. Et c'est pour ça qu'on a pivoté fin 2022 en utilisant du logiciel open source et on a vraiment trouvé un marché parce qu'aujourd'hui on n'a pas 1500 utilisateurs, on en a 200 000. Donc c'était une bonne décision de considérer un autre type de techno. Ok, alors du coup, vos users, c'est qui? C'est des créateurs de jeux vidéo, des studios, comment ça marche? Ouais, on a tout type, hein. On a le développeur indépendant, on appelle le indie dev, qui parfois fait ça on the side, comme un hobby. On a des studios de taille moyenne, un peu de partout dans le monde. Et puis on commence à avoir des très gros studios. On travaille avec Ubisoft. On parle avec aussi des studios qu'on appelle AAA. Voilà. Et puis on a des gens qui sont pas forcément que dans le gaming. Ça représente un tiers de notre audience aujourd'hui, enfin de notre base. Des gens qui font de la BD, des romans graphiques, du design, du marketing. On travaille même avec des grandes marques en fait qui s'intéressent à un aspect qui est la consistance de style et la consistance de sujet avec l'AI. C'est un vrai problème d'utiliser l'AI pour faire de manière guidée et de manière contrôlable. Ça c'est vraiment ce qu'il est important de résoudre. Et alors, c'est intéressant parce que en général, de ce qu'on voit aujourd'hui en Gen AI, les boîtes se spécialisent sur un médium en particulier. On va avoir voilà des Eleven Labs sur l'audio, des Midjourney sur l'image, Runway sur la vidéo. Vous, du coup, vous êtes agnostique de ce point de vue-là. Vous touchez à pas mal de médias différents, de modes d'expression différents. Pourquoi ce choix et quel challenge est-ce que ça implique? Ouais, alors c'est un très bon point. Aujourd'hui, l'essentiel du secteur est principalement média-centric. Donc quand je dis média-centric, ça veut dire beaucoup de boîtes ont choisi un média, la 2D, la 3D, l'audio, voilà, le texte. Le texte, ChatGPT, c'est du texte. Hein. Le code aussi, parfois. Voilà, un média et elles se spécialisent autour de ce média qui va avoir plusieurs applications. On utilise ChatGPT pour faire à peu près toutes les applications ou Midjourney pour faire du design, du gaming, du marketing, etc. Ok. Mais si on regarde un studio de jeux vidéo ou un développeur de jeux vidéo, c'est pas un petit marché, hein, c'est 230 milliards de dollars dans le monde. Hein, le jeu vidéo, c'est plus que la télé, le cinéma, Hollywood et la musique combinés. Et ça va monter de plus 30% en 5 ans, alors que les autres vont probablement rester flat. Okay, donc c'est un gros marché. Ce genre de métier, enfin ce genre d'industrie, a besoin de tous les médias qu'on a cités. Donc ils ont besoin de 2D, ils ont besoin de 3D, ils ont besoin d'audio, ils ont besoin de texte, ils ont besoin de vidéo, etc. Et c'est peu raisonnable de penser que les studios seront contents avec 5 providers différents, avec 5 souscriptions, avec 5 frameworks pour gérer leur data, et à chaque fois il faudra passer de l'un à l'autre et de l'un à l'autre pour aller faire un jeu. Donc pour ce genre de secteur, un positionnement vertical, un one-stop shop fait complètement sens. Okay. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est peut-être une réponse un peu longue, mais pour ceux qui veulent se lancer dans le secteur, c'est que trop de boîtes sont feature-centric aussi. C'est-à-dire qu'elles considèrent qu'elles s'attaquent à une feature, un sous-élément du pack qui est nécessaire de développer, et elles vont la faire. Le problème, c'est qu'on est sur un secteur où c'est essentiellement drivé par l'open source. Donc cette feature qu'une boîte va développer peut paraître unique lorsqu'elle est lancée, mais à cause de la dynamique open source, 2 mois après, il y en a 20 autres exactement similaires. Hein, et donc la commoditisation arrive à vitesse accélérée. C'est incroyable. Regarde Sora qui est un nouveau texte ou vidéo. Avant, il y avait du texte ou vidéo, et puis tout d'un coup, bam, tout ce qui a été inventé avant est commoditisé largement par Sora. Et j'ai plein d'autres exemples. Donc, la valeur pour une boîte, pour un entrepreneur et pour une startup, et surtout quand elle a des capitaux, c'est pas la feature. C'est le workflow intégré qui va aligner différentes features et qui va permettre d'aller d'une idée A à un output B vraiment de manière guidée, de manière efficace. C'est pas la feature ou c'est pas le média. Voilà, c'est une longue réponse. Pourquoi ça fait sens pour Scénario d'être une plateforme cross-média du moment qu'on a un vertical identifié, qui est le gaming. Très clair. Mais c'est un bon conseil parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui montent des boîtes sur effectivement une feature qui se retrouve concurrencée en quelques semaines, quelques mois par effectivement une nouvelle release d'un des géants. Et cet enchaînement en fait de fonctionnalités
en choisissant une industrie très précise. C'est un peu ça, selon toi, qui fait la defensibility de scénario? Ouais, oui, de scénario et d'autres, mais ouais, exactement. Il y a pas de defensibility, on dit moat dans les AI. Il y en a pas. Enfin, il y en a pour ceux qui ont des datasets propriétaires énormes. Il y en a pas beaucoup, hein. C'est Google, Meta, Microsoft, hein, enfin, ou alors quelques des grosses boîtes qui ont déjà de la data très spécifique pour certaines industries. Clairement, les startups n'ont pas ce genre d'accès à la data. Donc, quand on n'a pas cet accès à la data, il faut trouver un autre moat et avoir une feature n'en est pas un. Ça veut pas dire que les gars qui se lancent ou les équipes qui se lancent sur une feature vont pas réussir. Elles peuvent réussir, mais elles vont faire face à cette concurrence extrêmement forte, exacerbée, feature by feature. Donc faut juste l'avoir en tête. Ou alors être tellement bon que cette feature est incontournable et qu'elle va être désormais intégrée dans les workflows par API ou par d'autres systèmes. Et dans ce cas-là, oui, peut-être qu'effectivement on peut faire, mais il faut être le meilleur. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que scénario du coup concrètement pour quelqu'un qui veut créer un jeu vidéo où est-ce que vous intervenez bon, tu nous as un petit peu dit, voilà, tu nous as parlé des différents médias et tout, mais voilà, concrètement, aujourd'hui, je veux créer un jeu vidéo. Comment est-ce que scénario va m'aider? Ok. Alors concrètement, là, scénario commence essentiellement avec des médias 2D, donc essentiellement de l'image. La 2D, c'est la base de tout. On partira de la 2D pour faire de la 3D, on partira de la 2D pour faire de la vidéo, qui est un enchaînement d'images 2D. Un studio de jeux vidéo aujourd'hui utilise à 90%, ils utilisent Midjourney. C'est aujourd'hui le gold standard. Ok, il y en a d'autres, il y a Dali, il y a Firefly, il y a Adobe, etc. Mais 90% c'est Midjourney. Le problème dans Midjourney, c'est la difficulté à guider les générations d'images. C'est trop random et c'est impossible de reproduire un style dans Midjourney avec du prompt. Mais c'est statistiquement impossible. Hein. C'est genre, il y a plus de chances de gagner à l'euro million que un million au gros loto à la loterie hein, que de reproduire son style. Le latent space, la somme des possibilités, elle est trop vaste pour pouvoir trouver son style avec des mots. Donc la seule manière de faire des images qui correspondent à un certain style, et tous les studios ont un certain style, un style cozy, un style cartoon, un style low poly, un style voxel, etc. La seule manière de reproduire le style, c'est de former son propre modèle d'IA. C'est d'entraîner son propre mid-journée, entre guillemets. Et ça, c'est possible sur scénario, de manière très simple, depuis n'importe quel ordinateur, pas besoin d'avoir un GPU, un cloud, etc. Une interface web, drag and drop un petit nombre d'images, sélectionner des paramètres très simples, train, et en l'espace de 20 minutes, le studio va avoir accès à un ou plusieurs modèles personnalisés selon ses données. Et ça, c'est énorme. Parce que les images vont être consistantes avec son style. C'est un avantage concurrentiel. Le modèle que le studio vient de former n'est pas accessible aux autres. C'est le sien. Donc, il a quelque chose d'unique. C'est beaucoup plus rapide d'avoir des images qu'il veut. Il va pas itérer pendant des heures. Donc, il gagne du temps. C'est plus productif. Voilà. Et aussi, d'un point de vue légal, il est en train d'utiliser un système qui a été formé sur ses propres données. En tout cas, pour partie versus utiliser un système qui a été formé sur des milliards d'images dont on ne connaît pas vraiment la provenance. Donc il y a de multiples avantages. Voilà, le contrôle de la consistance, la productivité, le coût et le côté protection légale. Ok, très clair. Donc ça c'est pour la création du coup des visuels du jeu vidéo. Et après, du coup, il y a d'autres éléments qui font un jeu. Tu parlais voilà du son, de la 3D. Ouais, alors sur lequel aujourd'hui on est juste en phase de test ou de proto ou de recherche et c'est rien n'est shippé. Tous ces éléments que tu mentionnes, ils sont aujourd'hui agrégés dans des game engines. Donc il y a deux grands game engines, il y a Unity et il y a Unreal. Unreal c'est la boîte qui fait Fortnite. Il y en a un autre qui est open source qui s'appelle Godot. Mais les deux grands c'est Unity et Unreal. Et donc un développeur de jeu va prendre ce contenu, vidéo, image, et ensuite il va l'animer, il va le render dans Unity et une fois que Unity aura packagé son jeu, bah, ce jeu est envoyé vers l'App Store, le mobile ou les consoles ou le PC ou le web. Okay. Et donc là, Scénario intervient pour créer le contenu avant qu'il atterrisse dans Unity, concrètement, ou dans Unreal. Il y a un truc qui va être beaucoup plus intéressant, c'est une vision qui a été partagée par Jensen Huang de Nvidia, qui est la suivante, qui est de dire que dans un futur qui est finalement pas si lointain, tout pixel va être généré live et sera plus rendered. Donc ça veut dire qu'en jouant à un jeu vidéo, l'image qu'on verra sur l'écran ne viendra pas d'un rendering déterministe dans Unity, elle sera générée live par le user. Et ça va ouvrir des nouveaux jeux vidéo qui seront infiniment évolutifs parce que les possibilités seront bien supérieures à ce qui a été prédéfini dans un logiciel particulier. Ça fait sens?
Et Scénario se positionne là-dessus avec un cloud et une API qui permet justement de faire de la génération de contenu live dans les jeux vidéo, complètement customisé au user. Euh, on pourrait pas même le user va certainement pas prompter parce que prompter ça nécessite un peu de réflexion, d'organisation de son prompt, même si c'est pas un énorme prompt, il faut quand même prompter. Mais si le jeu vidéo ou si le studio connaît les préférences du user, ben il va pouvoir les utiliser pour adapter ce à quoi le user joue. Je sais pas, son style, son personnage, ses rewards, ses récompenses, ses boss, ses fights, etc. Et c'est ce que j'appelle un nouveau game engine, un content generation engine. Et ça, c'est très gros comme vision. Et faut être assez humble parce qu'on est que 25 et qu'on est au tout début. Mais c'est l'opportunité que les investisseurs m'ont demandé d'aller poursuivre. Ok, je vois bien. Ouais, donc en gros, des jeux vidéo, si j'essaie de résumer, hein, des jeux vidéo qui se génèrent en live en fonction de mes actions et en continu de manière infinie, quoi. C'est comme la vraie vie, mais avec plus de possibilités encore, quoi. Ouais, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vraie vie, tu peux pas retourner à une situation qui vient de se passer, quoi. Mais vu dans le monde digital, tu peux probablement y retourner et forquer à nouveau à ta vie digitale à partir d'un événement qui aurait été généré par IA. Enfin bon, là c'est un peu philosophique comme concept, mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Enfin, je sais pas si l'audience a déjà vu des vidéos de Sora qui a fait un gros splash là il y a 2 semaines, Oui, mais je pense, il y en oui. a d'autres. C'est la vitesse à laquelle ça avance, c'est phénoménal. Et aujourd'hui, c'est impossible de savoir si un visuel qui apparaît à l'écran a été fait par AI ou par un processus traditionnel. C'est plus possible aujourd'hui, que ce soit de l'image ou de la vidéo. Donc ça, c'est questionnant, ouais. Mais on y va très vite. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les apprentissages qui ont été les tiens, tu vois, depuis 1 an et demi, là, si on remonte au moment où effectivement il y a Midjourney qui est arrivé, Stable Diffusion, ChatGPT, et vous avez dit, OK, on va prendre ce virage-là. Qu'est-ce qui, tu vois, avec le recul, qu'est-ce qui a été contre-intuitif? Qu'est-ce qui a été plus facile que prévu? Qu'est-ce qui est plus difficile en fait? C'est quoi, si on fait un peu le bilan aujourd'hui, le lot d'apprentissage que tu en retires? Ouais, alors il y en a plusieurs, mais les plus importants, c'est le fait de faire un pivot. Moi, c'est pas mon premier pivot parce que c'est pas ma première boîte, donc j'en avais déjà fait. C'est généralement très risqué, très difficile, hein. Le taux de succès d'un pivot, c'est 10% en moyenne, hein. Et on a fait un pivot hard, dans le sens où ça a pas été une transition en biseau, ça a été OK, l'AI arrive à toute vitesse, on arrête cette approche numéro un et on transitionne hardcore en l'espace d'une semaine sur l'approche numéro 2. Donc on a mis notre app à la poubelle presque, hein. Enfin, elle est toujours là, mais elle est plus du tout utilisée, quoi. Incroyablement risqué. C'est un peu une approche burn the ships, hein, brûler les vaisseaux comme Cortés en Amérique du Sud. Et on l'a fait par des cycles d'itération ultra courts, malgré le fait qu'on soit en remote, tous les jours, une demi-heure le matin, pas plus, pour se coordonner et vraiment des cycles d'itération extrêmement restreints. D'habitude, on se parle sur des cycles d'itération, je sais pas, une semaine, 2 semaines, un mois, quoi. Nous, c'était tous les jours. Et ça a duré pendant 2 mois et demi, 3 mois, ok, jusqu'à ce qu'on atteigne ce MVP qui a convaincu des investisseurs et on a levé 4,5 millions en 2 semaines. Donc, ça, c'est le premier feedback que j'ai, c'est quand on est face à ce genre de situation, faut vraiment pas traîner. On a aussi réduit la taille de l'équipe de 50%, parce que les compétences n'étaient plus nécessaires, et puis parce qu'en fait, quand tu itères si vite, il faut être très très restreint. Okay. La deuxième chose, c'est build in public. C'est quand on a fait ça, on a été très très transparent sur ce qu'on faisait. Donc moi, j'ai posté sur Twitter, littéralement aussi tous les jours ou très très fréquemment, ce qu'on faisait pour avoir du retour. Soit du cheer up, des gens qui disent c'est super, soit des gens qui disent je comprends pas. Et puis j'avais pas le temps d'aller faire des focus group, d'aller les organiser avec des potentiels clients, etc. Non, je suis allé sur Twitter et j'ai juste dit ce qu'on faisait, quoi. Et je pense que c'était vachement bénéficiaire, ça aussi. Voilà. Et puis ensuite coller dès qu'on a une accroche et dès qu'on a compris qu'il y a quelque chose, de coller au client et à son retour, c'est absolument primordial. Surtout en AI où on peut se faire plaisir à l'infini avec des nouvelles features et des nouveaux modèles des modèles qui sortent sur Hugging Face, sur GitHub, etc. On peut passer sa vie à les tester, quoi. Donc là, on oubliera totalement le client très rapidement. Et dans l'emploi de la GenAI elle-même, dans votre produit, est-ce qu'il y a des surprises?
Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, une des surprises, enfin, surprise. La majorité des modèles aujourd'hui, c'est des grands modèles, c'est des méga modèles. Donc, Midjourney, c'est un méga modèle. DALL-E, c'est un méga modèle. Ok, GPT-4, c'est un méga modèle. Ok. Et les gens les aiment bien, mais il va y avoir une transition de ces méga modèles vers une infinité de modèles personnalisés en gaming, mais pas juste en gaming, quoi. Et jusqu'à quel niveau la personnalisation va aller, on ne sait pas encore, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller au niveau du user, ça peut aller au niveau je sais pas, du personnage, de l'armure, etc. Ça peut vraiment, on peut faire des modèles custom qui sont spécifiquement pour certains objets. Donc, au lieu d'avoir 1 million de personnes qui interrogent un modèle, on va avoir 1 million de personnes qui interrogent 1 million de modèles. Et ça va se croiser. Et en termes d'architecture cloud, ça, c'est pas évident, parce qu'un modèle, ça veut dire un GPU. Ça veut dire un ordinateur, enfin une machine virtuelle. Je simplifie un peu, ok? Et donc, on peut certainement pas réserver chez AWS ou Nvidia 1 million de GPU. Ça serait hors de prix. Ce serait impossible. Donc, en fait, on a un certain nombre de GPU et il faut développer une architecture où les modèles passent de GPU en GPU de manière suffisamment flexible et sans latence. Donc ça, c'est vraiment un gros challenge technique qui est complètement invisible, hein. Le user se rend pas compte en fait de la différence de complexité technique entre ça et le modèle beaucoup plus linéaire, genre 1 million de users, un seul modèle. Une grosse, voilà, grosse surprise. Enfin, pas surprise, mais un gros challenge à résoudre, clairement. Ok, et ouais, effectivement, ouais. Ouais, fascinant. Donc ça fait partie des challenges à venir, hyper techniques. Il y en a d'autres, des challenges sur le chemin de scénario. Euh, alors, dans les autres challenges qu'on a, il faut pas sous-estimer que c'est pas tout de développer une belle tech avec une belle UI, mais l'onboarding et le customer success, en fait, est globalement pas sous-estimé ou sous-considéré, mais sous-investi en fait par les boîtes d'AI. Euh, et surtout quand il y a des use cases un peu complexes comme le nôtre. Le nôtre, hein, quand on veut faire des assets de jeux vidéo super consistants, quand le personnage doit toujours être le même personnage et on ne varie que des éléments du personnage. C'est pas comme dropper un astronaute sur la Lune sur son cheval et avoir plein d'astronautes sur plein de chevaux, sur plein de lunes différents et on s'en fiche un peu. Tu vois, c'est beaucoup plus avancé comme use case, d'accord? Et donc face à ce use case avancé, on peut pas s'attendre à ce que l'onboarding ça soit drop un prompt dans Discord et obtenir un super résultat, ou dropper une question dans le chat GPT et obtenir un super résultat. En gros, il y a pas de possibilité de se tromper sur Midjourney ou chat GPT. On aura toujours un bon résultat. Ok, il est perfectible, mais il sera toujours ok. Chez Scénario, ça nécessite j'en ai quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines. Ça dépend de la complexité de la chose, d'apprentissage. C'est un peu comme demander à quelqu'un de commencer sur Photoshop et dire sors-moi un truc en 1 minute sur Photoshop. C'est pas possible ça. Mais Photoshop va beaucoup plus loin que Paint, ok, ou que des outils plus simples. Donc nous, on a des challenges d'onboarding des users là-dessus. Et c'est pas forcément facilement scalable ça. Hein. C'est pas juste de l'engineering. Et ouais, c'est vrai que parfois cette techno est tellement puissante que on a envie de compter uniquement sur elle, là où il y a quand même des enjeux du X et de product pur en fait qui se posent quand même quand on veut onboarder quelqu'un sur un nouveau produit. Euh, J'imagine qu'on te pose souvent la question, qu'est-ce que ces technologies vont causer comme impact dans l'industrie du jeu vidéo? C'est quoi ton point de vue, tu vois, c'est quoi les conseils que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui travaille dans un studio de jeux vidéo et qui passe des heures et des heures à peaufiner l'armure d'un personnage, justement? Comment tu vois les choses évoluer et voilà, ça m'intéresserait d'avoir vraiment ton point de vue sur les Ouais. conseils que tu donnerais à ces gens-là. Oui, bien sûr. Bon, c'est un sujet complexe, hein, c'est un sujet sensible aussi. Donc il je partage ce que je pense, mais je vais le dire avec beaucoup d'humilité parce que ça va effectivement faire bouger des lignes, hein. Comme toute technologie, il n'y a rien de nouveau. C'est AI ou pas AI. Ce qui est nouveau, c'est la vitesse à laquelle ça change. Des changements de paradigme, il y en a eu, hein. Je sais pas, l'argentique à la photo numérique, ou alors le CGI avec Toy Story, qui était un des premiers grands films produits par CGI. À l'époque, c'était pas du tout, c'était très controversé, Toy Story. Ok, donc il y en a eu, hein. Mais ces changements, ils se sont opérés sur généralement de longues années, parfois même une décennie, ok, ou plus.
Là, on est vraiment sur l'échelle des mois, quoi, ou de l'année, voire parfois, ça dépend des mois, mais de quelques semaines. Donc, ça va vite. Les jobs vont être impactés parce que euh, clairement, ça change la manière ça change la productivité, ça permet de faire du contenu plus rapidement, moins cher. La grande question, c'est prenons les studios de jeux vidéo, est-ce qu'ils vont euh, rester à équiproduction, c'est-à-dire produire la même quantité de contenu avec un coût inférieur, et dans ce cas-là, augmenter leur marge ou de les dépenser en marketing, ou est-ce qu'au contraire, ils vont garder les mêmes structures de coûts, mais augmenter la production, donc plus de jeux, plus de contenu, voilà, et plus de chiffre d'affaires au final. On ne peut pas dire que ça partira que dans un sens ou que dans l'autre. Il y aura les deux cas. Il y aura des boîtes qui partiront dans le cas numéro un et d'autres qui partiront dans le cas numéro 2 et ça va se structurer. Et encore une fois, c'est exactement comme d'autres industries. Ce qui est sûr, c'est que ça arrive et que, quelles que soient les incertitudes, notamment légales, parce qu'il y en a encore, copyright, infringement, etc. Il y en a encore. Mais quelles que soient ces incertitudes, elles vont être levées et l'adoption va arriver et va être massive. Donc la seule manière, c'est au moins de s'y mettre pour comprendre. Ça va pas remplacer tout le workflow. Faire un personnage de Warcraft avec une armure hyper spécifique dans le style de Warcraft, c'est pas possible par GenAI aujourd'hui. Et ça va peut-être prendre encore un an ou deux ou plus. Je peux être surpris par un autre Sora-like, mais ça va pas remplacer immédiatement. Mais attendre que les choses soient prêtes pour se réveiller trop tard est dangereux pour les gens qui y travaillent ou pour les fondateurs de studios. Donc il faut s'y mettre et commencer à voir où est-ce que ça peut avoir un premier impact. Est-ce que c'est du concept art? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est de la production? Est-ce que c'est plus, tu vois? C'est absolument critique. Donc moi je suis toujours, quand je vois des gens qui sont critiques de la GenAI, parce qu'ils aiment pas certains aspects, soit c'est pas la qualité, soit les incertitudes légales, etc. Et qui sont inquiets au point d'être anti. Je suis inquiet pour eux. Je me dis c'est dommage. Je reconnais on peut débattre, hein, mais le rejeter peut arriver à se réveiller trop tard. Sur le marché de la GenAI plus largement, là, il y a énormément de boîtes qui sont en train de se monter. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment, qui réfléchissent à monter une boîte dans la GenAI. Comment tu vois ce marché? Quels conseils tu aurais à donner à des founders ou à des gens qui réfléchissent? Ok, alors déjà le marché, donc il est chaotique, il est compliqué, il va vite. Pour info, la majorité du marché, enfin du business, elle est faite au niveau des GPU et du cloud, hein. Donc quand on regarde, c'est là où est investi l'argent, c'est là où est dépensé l'argent, hein, par les investisseurs et ensuite par les boîtes, hein. C'est les gens qui font beaucoup d'argent, Nvidia, Amazon, Google, Azure, ok. Voilà. Donc il faut considérer que c'est pas les mêmes armes, hein. On se bat pas avec les mêmes armes dans chaque couche, hein. Si jamais on est sur la couche de l'infrastructure, la couche du modèle, il faut beaucoup d'argent. Faut beaucoup d'argent, ça coûte super cher, c'est faut des dizaines de millions, quoi. Donc quelqu'un qui se lance, regarde Mistral, ils ont levé 500 millions, tu vois. Je te parle de OpenAI et compagnie, ils ont levé des centaines de millions ou de milliards en l'occurrence. Donc ça, c'est vraiment un jeu particulier. Et ensuite, mais il y a d'autres couches, hein, et notamment il y a les couches de la data, c'est-à-dire arranger les datasets propriétaires qui permettent d'être un peu spécifiques. Et puis il y a la couche d'application, c'est utiliser les modèles qu'on n'a pas développés pour faire une application. Ok. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'aura pas forcément les épaules ou l'expertise solide pour aller sur la couche du bas, il faut qu'il aille sur l'application. Et là, on tombe dans la discussion qu'on avait au début sur feature versus plateforme et média versus wide, tu vois, industrie wide versus industrie spécifique. Ok. Euh, L'autre chose, ça se passe aux US beaucoup, hein. Alors la France est vraiment, elle est dans le jeu, clairement. Moi, mon équipe technique, elle est en France, hein, on est super content. Euh, mais moi, j'habite à SF. Il y a littéralement, je crois, 150 meet-up en GenAI par mois. Donc ça veut dire quoi? 3, 4, 5 par jour. Mais c'est ce qu'on a en un mois à Paris, quoi, hein, ou à Londres ou à Berlin, je dis pas Paris, voilà. Donc, faut vraiment qu'un Français qui nous écoute et qui voudrait se lancer, il ait ça en tête. Je veux pas dire qu'il faut tout de suite déménager à SF, mais SF est en train de renaître de ses cendres un petit peu, hein, parce que pendant le Covid, c'était un peu triste, hein, sur la Gen AI. Donc ça, regardez ce qui se passe au niveau des États-Unis, ça va très très vite. Et il y a moins de problèmes réglementaires. Il y a des innovations récentes qui ont attiré ton attention dans cette industrie-là. C'est quoi, toi, les nouvelles boîtes que tu as pu voir passer ou des nouveaux produits qui Bah, t'ont interpellé où tu te dis. il y a une boîte star, c'est Photoroom.
qui est un peu sous le radar parce qu'elle est moins connue qu'une OpenAI ou qu'un Stability AI ou qu'un Midjourney évidemment, mais c'est des superstars. Et Mathieu, c'est un ami et c'est un de nos investisseurs d'ailleurs, donc je les connais, je les suis de très près. Euh, c'est des, c'est une masterclass parce que c'est des gars qui étaient partis sur une feature à la base, ok, hein, remove background, point final, ok. On va faire une app qui remove the background, quoi, qui enlève le fond d'écran, enfin qui enlève le fond d'image. Euh, je suis le premier à regarder ça en 2020 quand ils sont allés chez YC et à pas comprendre comment c'était finançable ça. Ça m'a l'air beaucoup trop narrow et complètement attaquable par un Adobe et par tout ça. Et en fait, ils ont complètement réussi à trouver comment intégrer cette feature dans des workflows pour les marchands Shopify, pour les advertisers qui ont besoin de contenu en permanence sur leur page, etc. Et c'est combien de 50 millions d'utilisateurs ou plus, je sais plus. Enfin, c'est colossal. Euh, Sans être AI. Photoroom, c'est l'application qui fait des photos dont tu as besoin pour les vendre, enfin pour vendre tes produits. Et donc ouais, c'est un super exemple ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et je pense qu'ils vont aller très loin. D'ailleurs, ils ont levé 40 millions là, et donc je pense que c'est bien parti pour eux. Ouais, ils ont fait les gros titres en France récemment. On avait interviewé d'ailleurs Ahmed Dabi qui gère le produit chez eux sur Mozzabytes il y a quelques semaines. Et effectivement, c'est assez incroyable de voir leur emploi de la Gen AI, non seulement sur des features de oui, background removal, comme tu parlais, mais même sur du craft produit où ils vont, s'ils remarquent que c'est un sac Louis Vuitton, en fait, le background derrière qu'ils vont te proposer, ce sera pas le même que si c'était un sac Chanel, quoi. Donc on est sur ce niveau de finesse. D'ailleurs, Ahmed bossait chez Zenly avant et c'est ce niveau d'intelligence produit qui se déploie effectivement dans cette app. Et effectivement, ça fait partie des boîtes assez exceptionnelles que je suis de près. Ok, dernière question. Est-ce que tu aurais des ressources à recommander pour les gens que ça intéresse de creuser? Tu vois, est-ce que toi, tu as des bouquins phares, je sais pas, un blog que tu suis de près? Tu as des recommandations là-dessus? Alors, en bouquin, c'est tellement récent qu'il n'y a pas encore vraiment eu des Oui, bouquins ça va trop qui sont vite. sortis et tout, mais sur quelqu'un qui s'y intéresse, moi ma reco c'est d'aller tester tous les produits. Généralement, il y a beaucoup de free trial, et les tester en mode, on appelle ça monkey testing, hein. C'est genre tomber sur les produits et essayer tous les boutons pour voir comment ça marche. Et ça veut dire bah, pas que ChatGPT. Regardez comment fonctionnent d'autres text bots comme bah, il y a Mistral qui est disponible avec le chat. Il y a Llama. Il y a plein d'images, il y a plein d'outils aussi pour l'image et pour le son, Eleven Labs, former sa propre voix. Agent, c'est se prendre en vidéo et se faire parler en anglais ou en allemand ou en chinois avec exactement le ton de sa voix et le bon lip sync. Voilà, tout ce genre de choses, tous ces produits, ils sont accessibles. Et soit il y a des free trials, soit ça coûte 20 balles. Pour quelqu'un qui veut apprendre, ça sert à rien d'aller dans un bouquin. Il faut se prendre les 20 produits en question, se prendre une semaine ou deux, se prendre une demi-journée par produit et juste aller voir. Et ensuite comprendre comment chaque produit pourrait être utilisé en combinaison les uns les autres. Ça, c'est ce que je recommande plutôt que d'aller commencer à aller faire des bouquins ou des blogs. Je dis pas qu'il n'y a pas de bons blogs, hein, mais je pense qu'on apprendra plus, ça apprend plus vite voilà, comme ça. On a l'envie de vie. Scénario, évidemment, c'est facile, hein, genre Exactement. prends 10 images cohérentes sur lesquelles tu penses qu'il faut former un modèle, drag and drop dans une UI, hit train et vois quel est ce nouveau modèle qui a été créé, ce mid-journée personnalisé qui va faire des images cohérentes avec les images d'entraînement. C'est un exemple. Excellent. Est-ce que ça s'utilise sur du branding, si on veut décliner des mascottes Mozza à l'infini, c'est possible? Ouais, à fond, à fond. Donc ça s'appelle c'est quand tu formes un caractère, enfin un personnage, character. Tu alignes entre 6 et 15 images, mais la moyenne, ça va être 8, 10 images du personnage. Sur une image, ça va marcher moins bien. C'est possible, mais ça va être un peu plus compliqué. Donc, il faut en avoir 6 à 10. Différents angles de la mascotte. Donc, l'angle zoomé, l'angle plutôt de loin, éventuellement différentes expressions et différentes, si jamais elle a différents avis. Ok. Donc ça, c'est un dataset d'entraînement. Et en fait, ton modèle sur scénario, va apprendre à quoi la mascotte Mozart devrait ressembler. Et donc, tu formes un modèle non pas sur un style, mais sur un sujet, un objet, une personne, une mascotte, voilà. Et ensuite, tu vas prompter, fais-lui faire du vélo, fais-la sauter en parachute, fais-la nager, fais-la porter un drapeau, enfin n'importe quoi. Et
faire ça dans Midjourney, c'est impossible parce que Midjourney ne connaîtra pas le concept de ta mascotte. Voilà. Et voilà un exemple qui est assez fun et qui se fait, enfin, on se parle de 20 minutes, quoi. Voilà. Excellent. Bon, je vais aller tester de ce pas. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton temps, tes conseils et cette vision hallucinante. Si les gens veulent t'écrire, tu leur donnes rendez-vous où? Moi, je suis essentiellement sur Twitter. Mon account, c'est Emmanuel_2, chiffre 2M. Emmanuel_2M. Sinon, je suis sur LinkedIn aussi. Et je partage pas mal, je continue à build in public, donc je communique pas mal sur ce qu'on fait. Faut pas hésiter à m'interpeller ou à me poser des questions. Je réponds avec plaisir. Magnifique, on va suivre ça de près. Merci beaucoup Emmanuel, merci à tous pour votre écoute et à la prochaine. Salut. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit, ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!